Vous regardez Medi 1 TV Afrique, votre édition d'information c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui font l'actualité. Au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu le premier président de la Cour des comptes hier au Palais Royal à Rabat. Driss Jettou lui a présenté le rapport comportant les conclusions de la Cour sur le programme Al-Oussema Manarat Al-Moutawassit, un document qui a confirmé plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement et qui a décidé le souverain à prendre un ensemble de mesures et sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et hauts responsables. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est en Centrafrique pour une visite officielle de 4 jours à Bangui, la capitale, et Bankassou, une ville du sud-est du pays en proie aux violences intercommunautaires. Et les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes demain pour une présidentielle à haut risque en raison du boycott annoncé par l'opposition et de l'organisation dans la hâte du scrutin après l'invalidation en justice de la réélection du chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Le roi Mohamed VI a donc reçu le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, hier au Palais Royal à Rabat. Il lui a présenté le rapport comportant les conclusions de la Cour sur le programme Al-Oussema Manarat Al-Moutawassit. Suite à ce rapport, le souverain a décidé de prendre un ensemble de mesures et sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et hauts responsables. Compte rendu, Férouz Bentaleb. Selon un communiqué du cabinet royal, le rapport de la Cour des comptes, qui a été présenté au souverain hier par son directeur Driss Jettou, a conclu à la responsabilité de plusieurs des ministres de l'ancien gouvernement et a épinglé de hauts fonctionnaires pour leurs responsabilités dans le retard des projets de développement d'El Hoceima, notamment du grand projet de Manarat Al-Moutawassit. La Cour des comptes a confirmé l'absence de fraude ou de malversation, mais a toutefois soulevé de la bureaucratie et des retards injustifiés. À titre d'exemple, la commission de suivi de ces projets ne s'est réunie qu'en février 2017, soit 16 mois après la signature de la Convention. Suite aux conclusions du rapport de la Cour des comptes, le roi Mohamed VI a limogé plusieurs ministres et hauts responsables à cause de leur défaillance dans la réalisation des projets de développement de la région du Rif. Il s'agit de Mohamed Hassad, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en sa qualité de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement précédent. Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre d'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, en sa qualité de ministre de l'habitat et de la politique de la ville dans le gouvernement précédent. Hossein Wardi, ministre de la Santé, en sa qualité de ministre de la Santé dans le gouvernement précédent. Larbi Benchir, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle en sa qualité d'ancien directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Le souverain a décidé également de mettre fin aux fonctions de Ali Fassi Fihri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Par ailleurs, le roi a exprimé son mécontentement concernant d'autres membres du gouvernement précédent qui ne se verront plus attribuer de nouvelles fonctions officielles. Il s'agit de Rachid Belmokhtar Ben Abdallah, en sa qualité d'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Lahsen Haddad, en sa qualité d'ancien ministre du Tourisme, Lahsen Skouri, en sa qualité d'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Amin Sbihi, en sa qualité d'ancien ministre de la Culture, et Hakim Al-Haiti, ancienne secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'environnement. Le roi a également donné ses instructions au chef du gouvernement pour prendre des mesures disciplinaires à l'égard de 14 autres fonctionnaires de l'administration et soumettre des propositions de nomination de nouveaux responsables dans les postes vacants. Et concernant ces mesures et sanctions à l'encontre de plusieurs ministres et hauts responsables qui sont impliqués dans le retard qu'a enregistré le projet Al-Oussema Manarat Al-Moutawassit, je vous propose d'écouter Driss Assaoui, il est analyste politique. Aujourd'hui, il est en train d'exprimer une volonté qu'il avait déjà à maintes reprises dire. Il l'a dit plusieurs fois, à plusieurs occasions. Je vous rappellerai très simplement ce qui a été dit dans le discours du trône de juillet, ce qui a été dit aujourd'hui, donc à partir de là, et dans d'autres situations. Et aujourd'hui, la situation était grave. Le peuple et la rue
marocaine, l'opinion publique, s'attendait depuis des mois à une décision de ce genre et ils s'attendaient justement à ce que la responsabilité soit établie des uns et des autres et toutes ces personnalités. Hassan Haddad, ministre du Tourisme, d'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient circulé même quand il était en poste sur sa défaillance au niveau du secteur touristique et toutes ces personnalités-là sont concernées par une décision la plus spectaculaire, on va le dire, au niveau du paysage politique marocain. Elle est inédite, sauf si on remonte très loin dans l'histoire avec ce Hassan II, mais aujourd'hui, parce que le roi Mohamed VI avait dit qu'il lançait des chantiers, et c'est des personnes qui étaient directement impliquées. Il a même tenu, dans le communiqué du cabinet royal, à donner une indication pour justifier la gravité des faits qui sont reprochés à ces personnes-là. Une commission centrale de coordination du projet de Hossima s'est réunie 6 mois après qu'ils aient signé les accords de partenariat devant le roi lui-même pour cette ville-là. Et ça montre un peu, vous savez, le déficit en termes de développement, quand on ne lance pas un projet au même moment, le déficit devient exponentiel. Il est extrêmement difficile pour chacun de faire, si vous voulez, de marcher en reculant pour essayer de rattraper le retard. C'est impossible. Mais maintenant, je pense que le roi a entendu la voix de son peuple et il a réagi de manière institutionnelle, en respect total de la Constitution, l'article 47, ça a été cité, et en concertation avec l'actuel chef du gouvernement, parce que, effectivement, il y a des conséquences directes. Il y a Nabil Ben Abdallah, le patron du PPS, le ministre de la Santé, etc. Donc tous ces départs vont créer un vide qui devra être remplacé dans le cadre d'un remaniement ministériel. Et le roi a respecté et la forme, et l'esprit, et la lettre de la Constitution et de la loi en ce qui concerne ces décisions. Et restons au Maroc où le roi Mohamed VI a procédé hier au lancement du projet d'aménagement de Souk Assaléine, hier dans l'arrondissement Tabriquet à Salé. Un projet qui consiste notamment à la construction d'un complexe commercial, également un marché central. Souk Assaléine vise à améliorer les conditions de travail des commerçants, à promouvoir la sédentarisation des marchands ambulants, mais aussi éradiquer des constructions insalubres et embellir le paysage urbain. Doté d'une enveloppe budgétaire de 305 millions de dirhams, il devrait permettre de dynamiser l'activité économique de la ville de Salé. En entamant une visite de 4 jours en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la communauté internationale de mobiliser plus de ressources pour le pays. Arrivé hier soir dans la capitale Bangui, lors d'une cérémonie officielle, il a demandé un renforcement de l'effectif des casques bleus ou la mission de l'ONU, la MINUSCA, qui compte environ 12 900 hommes, dont presque 10 800 militaires. De son côté, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a salué le courage des soldats de la MINUSCA. Antonio Guterres doit se rendre aujourd'hui pour quelques heures à Bankassou, dans le sud-est du pays, une région théâtre de violence où il rendra hommage aux 6 casques bleus décédés en mai. Et il y a urgence en Centrafrique selon Antonio Guterres qui s'est rendu à Bangui donc hier. Il s'agit pour le premier responsable des Nations Unies d'apporter son soutien à la MINUSCA. Antonio Guterres, qui craint une dislocation du pays, a plaidé pour le renouvellement et le renforcement de la mission de paix en Centrafrique. Plus de détails maintenant avec ce récit de Stéphane Soumaoro. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé ce mardi à Bangui, en Centrafrique. Le pays connaît depuis quelques mois un regain de violence. Dans les rues et endroits stratégiques, la présence des casques bleus rassure la population. 900 soldats supplémentaires sont réclamés pour renforcer la MINUSCA. Depuis notre déploiement, nous avons constaté que la population se sent effectivement rassurée parce que lorsqu'il y a des besoins, nous intervenons rapidement. Et également le fait que nous soyons impartials et neutres dans toutes les situations, la population se sent également rassurée. Ce fleuve, séparant les musulmans de leurs voisins chrétiens, est le triste reflet de la fracture sociale que vit la Centrafrique. Pourtant, il y a encore de l'espoir. Ici, il y a quelques années, la cohabitation était franche et conviviale selon cet habitant. Je viens d'arriver, ça fait 2 ans. Mais quand même, c'est calmé. Toujours, la paix, ça vient doucement, doucement. À Bangui, le patron de l'ONU devrait définir les termes du renouvellement de la mission onusienne en Centrafrique. Un renouvellement qui devrait intervenir en novembre prochain.
Un climat d'incertitude plane au Kenya à la veille de la présidentielle. La pression reste très forte sur la commission électorale depuis que son président a déclaré qu'il serait difficile d'organiser un scrutin crédible. Alors que le président sortant Uhuru Kenyatta appelle à un maintien de la date du 26 octobre, le principal opposant Raila Odinga continue d'appeler au boycott. Le président de la Cour suprême vient d'annoncer que l'institution n'est pas en mesure d'examiner un recours plaidant en faveur d'un report de la présidentielle en l'absence de 5 de ses 7 juges. En Algérie maintenant, Amnesty International dénonce ce qu'elle appelle des arrestations arbitraires et des expulsions massives. Dans un communiqué, l'ONG indique que plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsés vers le Niger et le Mali. Récit Soa Abouta. C'est dans le secret le plus absolu que les autorités algériennes continuent d'expulser les migrants subsahariens. Pas moins de 2000 migrants de pays d'Afrique subsaharienne ont été expulsés par l'Algérie depuis le 22 septembre dernier. Parmi eux figurent plus de 300 mineurs, dont au moins 25 étaient non accompagnés. Dans un communiqué rendu public, Amnesty International accuse l'Algérie de bafouer les droits des migrants en procédant à des arrestations arbitraires. D'après les investigations menées par Amnesty International, ces arrestations se fondaient sur le profilage ethnique, car les policiers et les gendarmes n'ont pas cherché à savoir si les migrants séjournaient légalement en Algérie, ne vérifiant ni leur passeport ni d'autres papiers. La plupart de ces personnes arrêtées à Alger, dans sa périphérie à Blida, à 50 km au sud-ouest de la capitale, ont été conduites en bus à Tamanrast, près de 2000 km plus au sud avant d'être abandonnées par les autorités algériennes dans une localité du côté nigérien de la frontière, explique Amnesty dans un communiqué. Au moins une centaine d'autres laissés du côté algérien ont dû marcher pendant 6 heures dans le désert pour atteindre cette localité. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie procède à des expulsions collectives sans respecter les procédures légales. Amnesty précise que les expulsions collectives qui ne respectent pas les garanties d'une procédure régulière vont à l'encontre des normes internationales et de la loi algérienne. L'ONG a invité les autorités algériennes de mettre un terme de toute urgence à ces arrestations et expulsions illégales. Elle les a également invités à lutter contre la discrimination ethnique dans le pays et à réformer les lois sur les conditions de séjour des travailleurs migrants en Algérie. Le Premier ministre Ahmed Yahya avait accusé les étrangers en situation irrégulière d'apporter le crime, la drogue et d'autres fléaux en Algérie. Quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel estimait que les migrants subsahariens constituaient une menace pour la sécurité du pays. Et aujourd'hui, la presse, comme certaines organisations des droits humains, dénonce une instruction raciste anti-noire. Le numéro 1 chinois Xi Jinping a obtenu aujourd'hui un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Le comité central du PCC a élu le dirigeant secrétaire général aux côtés de 6 autres membres permanents du bureau politique. Xi Jinping devrait être formellement réélu à la tête de l'État en mars prochain lors de la session annuelle du Parlement, de même que Li Keqiang qui devrait rester chef du gouvernement. L'armée irakienne s'apprête à lancer une offensive contre les derniers territoires encore contrôlés par Daesh en Irak, à la frontière avec la Syrie, dans l'ouest du pays. Dans un communiqué, le commandement conjoint des opérations déclare que des tracts ont été largués par l'aviation irakienne sur la région frontalière d'Al-Qaïm et Rawa. Par ailleurs, toujours en Irak, le Kurdistan irakien, en pleine crise politique et économique et acculé par Bagdad, a proposé aujourd'hui de geler les résultats de son référendum d'indépendance pour tenter de sortir d'une crise dans laquelle il a déjà beaucoup perdu. C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle reviendra juste après. Merci à vous.